Alors que le bilan 2019 de la délinquance en France n'était pas bon, le début de l'année 2020 est encore plus mauvais. Tous les voyants sont au rouge et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est une nouvelle fois sous le feu des critiques. Après d'un mois des élections municipales, difficile de prévoir qui l'emportera ou même de savoir s'il y aura un gagnant. Entre le soutien de la majorité à des candidats LR, la poussée des écologistes et l'arrivée de LREM dans certains territoires, la coloration politique du pays pourrait devenir un véritable patchwork. À 10 mois de la présidentielle américaine qui pourrait bien couronner Donald Trump pour la seconde fois, partons en Pennsylvanie, un des états pivots de l'élection à venir. Madame, Monsieur, bonsoir. 2020 plus violente que 2019, alors que les chiffres de la criminalité de l'an dernier étaient déjà particulièrement mauvais. La nouvelle décennie part sur des bases encore plus élevées. Une nouvelle prouesse qui vous est offerte par Christophe Castaner. Le point avec Thibaut Bastide. 2020 pourrait battre tous les records de violence, alors que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a révélé en toute discrétion un bilan peu élogieux pour l'année 2019. Les violences repartent sur les mêmes bases pour ce début d'année et explosent même tous les compteurs. Selon les chiffres du fichier gouvernemental baptisé État 4001, qui reflète chaque mois l'activité des services de police et de gendarmerie, tous les voyants sont au rouge. En effet, les règlements de compte, homicides et tentatives ont littéralement explosé en un mois, avec 380 affaires en janvier contre 320 le même mois de l'année précédente, soit une augmentation de 18,7%. Les coups et blessures volontaires, première preuve des tensions qui existent dans la société, ont atteint le rythme moyen de 140 agressions par jour, en augmentation de 21% par rapport à janvier 2019. Même constat pour les prises d'otages, les séquestrations et les menaces. Même les vols à main armée, qui ont beaucoup baissé ces dernières années, sont repartis à la hausse en janvier. Une succession de mauvaises nouvelles car hormis une légère baisse du nombre de vols à l'étalage et des actes de vandalisme, tous les autres chiffres explosent. Il n'en fallait pas plus pour que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et son subordonné, Laurent Nunez, se retrouvent une nouvelle fois sur le banc des accusés. Une place qu'ils connaissent bien depuis leur prise de fonction il y a tout juste un peu plus d'un an. D'autant que le tandem s'est retrouvé largement contesté ces derniers jours par le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, que d'aucuns verraient bien se présenter à l'élection présidentielle. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy a tiré à boulet rouge sur l'exécutif, jugeant que la politique sécuritaire d'Emmanuel Macron est un fiasco. Une critique qui n'a pas plu au locataire de la place Beauvau et à son secrétaire d'État. Le duo a répliqué, accusant Xavier Bertrand de s'offrir à bon compte, à grand renfort d'approximation et de mensonges, un petit vernis régalien sur le dos des forces de l'ordre. Une formulation loin d'être à propos alors que Christophe Castaner est passé maître en dissimulation de chiffres, notamment ce qui concerne les cambriolages, comme nous le confirme le criminologue Xavier Hofer lors de son passage dans l'émission Le Samedi Politique. À peu près 40 à 45% des cambriolages commis en France affectent des locaux qui ne sont pas des logements privés, qui ne sont pas votre appartement ou la maison dans laquelle vous vivez, votre domicile principal. Alors, 45%, c'est énorme. Ce serait 3%, on dirait ok, oui, bien sûr. On balaye un peu ça sous le tapis, ça sert à rien, mais 45%, alors les 45%, c'est des locaux officiels, des mairies, des dispensaires, des hôpitaux, par exemple pour récupérer de la drogue ou des médicaments qui peuvent servir de drogue, etc. Ce sont des locaux agricoles, ce sont des hangars, ce sont des locaux, à usage professionnel aussi, une épicerie, ceci, cela. Et le ministère de l'Intérieur, le service des statistiques du ministère de l'Intérieur ne donne pas cette partie-là des cambriolages. Il ne publie que les cambriolages de domiciles privés. Près d'un cambriolage sur deux n'est donc pas pris en compte dans les statistiques officielles. Pire, le gouvernement a décidé de supprimer l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, l'INSJ, ainsi que l'ONDRP, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Deux organismes qui réalisaient également des statistiques afin de contrebalancer avec les chiffres du ministère de l'Intérieur. Ainsi, le gouvernement est désormais le seul maître et peut manipuler les données. Christophe Castaner peut donc se réfugier derrière des chiffres erronés alors que le constat est accablant. Selon Xavier Hofer, cela prouve que le gouvernement actuel n'est pas concerné par les questions régaliennes. Et donc à partir du moment où on se moque du régalien, on prend pour incarner le régalien des gens dont c'est pas le boulot.
Alors ça prouve deux choses. Ça prouve qu'en matière de régalien, l'actuel président de la République n'a pas grand monde. Il n'a pas un casting grandiose et génial. Et deuxièmement, il prend n'importe qui, il s'en tape, quoi. Le ministre de l'Intérieur, depuis, en gros, genre Louis-Napoléon Bonaparte, quand il était président de la République, jusqu'à maintenant, 1848-2020, il est là pour rassurer. Le ministre de l'Intérieur doit rassurer. Vous êtes rassuré par Castaner, vous ? Eh ben, pas moi. Voilà. On se demande encore qu'est-ce qu'il va inventer comme mensonge ou comment il va truander. Vous avez vu ? Enfin, écoutez, dans un monde où les gens doivent être un peu responsables de ce qu'ils font, on assiste, l'éthique de la responsabilité, etc. Vous avez un résultat, mais immonde. La criminalité explose. C'est annoncé à 22h en douce, pas par le ministre. Il devait arriver à la télé, faire le journal de 20h en disant voilà, j'ai les chiffres, ils ne sont pas bons, j'ai tenu à vous les annoncer moi-même et je vais voir avec le président de la République si ma présence s'impose encore et tout. C'est comme ça se passe comme ça même au Nicaragua. Hein. Eh ben, en France, non. Un amateurisme gouvernemental pour les questions sécuritaires que l'exécutif pourrait bien payer au prix fort lors de prochains scrutins, alors que la sécurité serait l'un des sujets les plus importants pour une majorité de Français. Et dans un peu plus d'un mois débuteront les élections municipales, un rendez-vous crucial pour presque toutes les factions politiques que compte le pays. Petit tour d'horizon du scrutin avec Olivier Frère-Jacques. Des élections très indécis, les 15 et 22 mars prochains, les Français qui souhaitent voter et qui sont inscrits sur les listes électorales pourront élire indirectement leur maire. Le scrutin a déjà suscité de nombreuses critiques, notamment vis-à-vis du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui a intimé au préfet de changer la méthode de comptabilisation des scrutins locaux pour favoriser la République en marche. Et pour ces élections, c'est probablement la capitale, Paris, qui est de loin la ville la plus médiatisée, avec des candidatures multiples et des petits mélodrames. Ainsi, de nombreux Parisiens entendent en finir avec Anne Hidalgo, perçue par beaucoup comme arrogante et fort dépensière. Reste que cette dernière demeure en tête des intentions de vote à la faveur d'une multiplication bien opportune des candidatures. Celle de la majorité avec Benjamin Griveaux, celle du dissident de la majorité, Cédric Villani, celle du candidat écologiste David Béliard et enfin une revenante des Républicains Rachida Dati qui est donnée deuxième dans les sondages. Loin de ces enjeux très parisiens, difficile de dresser un tableau très clair des tendances pour le reste du pays. L'arrivée aux manettes de La République En Marche et la ringardisation progressive des vieux partis devraient, comme souvent, pousser bon nombre de candidats à se présenter sans les logos des formations politiques historiques, sans pour autant quitter le giron de ces coteries. Poursuivant sa stratégie du « en même temps », la majorité présidentielle a investi des candidats toujours membres des Républicains, ce qui fera du décompte post-scrutin un véritable casse-tête. En plus des candidats débauchés chez les socialistes et dans la droite parlementaire, LREM présentera également nombre de petits nouveaux de la politique et l'on n'est une nouvelle fois pas à l'abri de surprises et d'erreurs de casting. Certaines sont déjà signalées comme à Vitry où le candidat étiqueté Macron, un certain Dali Ndiaye, a déjà menacé et insulté un habitant de cette ville de région parisienne, lui disant notamment qu'il allait, je cite, lui niquer sa race. On se donne rendez-vous le soir quelque part. Ah ouais, très bien, super. Bravo, bravo. Tu peux le redire devant la caméra, s'il te plaît? Super. Vous arrêtez ça. Vous ne touchez pas. Vous ne touchez pas. Ici, c'est pas votre poste. Vous ne touchez pas. C'est pas votre poste. Le Parti socialiste de cette ville communiste du Val-de-Marne s'est immédiatement emparé de ce petit accrochage qui pourrait n'être que le premier d'une longue liste d'incidents dans des combats électoraux de plus en plus ensauvagés. Plus généralement, les Républicains et le Parti socialiste comptent, eux, sur une assise locale, historique et une expertise en matière d'élection. Mais la surprise pourrait bien venir des écologistes. En effet, Europe Écologie Les Verts séduirait près d'un électeur sur deux dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants. Une tendance à un rien paradoxal puisque le parti, qui se veut le champion de la défense de la nature, est complètement incapable de se développer dans les campagnes. Derrière ce quartet de tête se trouve le Rassemblement national qui, en dépit de sa victoire aux européennes et de ses bons résultats électoraux ces dernières années, ne parvient pas à s'installer massivement dans les municipalités. Ainsi, dans 2/3 des départements, le parti de Marine Le Pen présentera moins de 5 candidats. La formation, qui se proclamait premier parti de France au lendemain des élections européennes, pourrait au mieux doubler le nombre de mairies raflées par rapport à 2014. Il y a 6 ans, le FN avait alors remporté une dizaine de mairies.
Dans ces mairies, déjà acquises, le parti bénéficie néanmoins de bonnes chances de se maintenir du fait d'une gestion reconnue par de nombreux citoyens, faite de baisses d'impôts et de politiques de sécurité. La gauche insoumise, si elle peut envisager quelques bons coups, ne devrait pas faire d'étincelles, mais plutôt profiter ici et là d'alliances opportunes, quand les communistes, toujours bien implantés dans certains territoires, se maintiendront tout en poursuivant leur déclin qui apparaît presque inéluctable. Les scrutins municipaux de 2020 pourraient en tout cas donner lieu à une véritable explosion du paysage politique local. Le décompte post-électoral sera, lui, compliqué, eu égard au soutien et aux alliances de circonstances. Et la campagne américaine se poursuit également avec près de 10 millions de kilomètres carrés de superficie. Les territoires sont parfois très différents, opposés même parfois. Direction la Pennsylvanie, un des États capables de faire basculer l'élection en novembre prochain. Bâtie il y a plus d'un siècle, l'usine de Clairton à l'ouest de la Pennsylvanie est la plus grande du pays à produire du carbone presque pur, un extrait du charbon indispensable pour former de l'acier. Malgré ce fort ancrage industriel, cette région est en pleine mutation économique et politique. À la surprise générale, Donald Trump avait remporté cet État rural et ouvrier en 2016. Beaucoup des membres du syndicat avaient l'impression d'être ignorés, parce qu'on avait apporté notre soutien à Hillary Clinton et ils avaient l'impression que leurs opinions n'étaient pas prises en compte et qu'on aurait dû soutenir Trump. Je ne sais pas si cela a changé dans le reste du pays, mais pour les membres de notre syndicat, la majorité d'entre eux sont toujours derrière Trump. Dans cette vallée, les usines ferment les unes après les autres. Et si le taux de chômage dans le pays est à son niveau le plus faible depuis 50 ans, beaucoup estiment ici que ces chiffres cachent des emplois précaires. Quand je suis sorti du lycée, le jour où vous passiez cette porte, vous auriez pu obtenir un emploi bien payé, une bonne assurance santé, une bonne pension, n'importe où. Dans le chemin de fer, le transport routier, les aciéries, l'industrie automobile. Maintenant, tous ces emplois sont partis. Plus au nord, la route de l'acier, sur les bords du lac Erie dans l'Ohio. Dans les années 50, les cargos apportaient ici le minerai utilisé dans les aciéries de Pennsylvanie. Les usines ont depuis longtemps quitté la région. Les petits commerces sont aussi touchés. Mary Wilson vend des vêtements destinés au personnel médical. Son magasin souffre comme beaucoup de la concurrence des géants de la vente en ligne. Amazon me tue. Amazon ne paie pas d'impôts. Mais ils utilisent les écoles, ils utilisent les routes, ils utilisent la police, les pompiers, l'armée. Alors maintenant, mes associés créent des lignes qui ne peuvent pas être vendues en ligne. Ils doivent aller dans de vrais magasins. Le comté a soutenu Barack Obama à 2 reprises avant de largement basculer en faveur de Donald Trump. La société américaine est divisée, jusque dans les familles. Jocelyn et Donna ont voté pour Donald Trump en 2016, mais la mère et la fille sont en désaccord sur la religion et le réchauffement climatique notamment. Je n'ai plus d'opinion religieuse, donc je ne dirais pas que ça influence mon vote. Et c'est probablement la raison pour laquelle je suis un peu plus préoccupée par le réchauffement climatique. C'est parce que je ne suis pas convaincue que quelqu'un va venir nous sauver de tout ça. Pour moi, la question du changement climatique est au bas de l'échelle des priorités. La question de la religion, c'est très personnel. Sur la politique, je sais que nous ne pouvons pas tous être d'accord et je l'accepte. Mais ma croyance en Dieu est plus grande que cela et je ne peux pas l'accepter. Immigration, emploi, réchauffement climatique, des préoccupations d'une Amérique rurale qui se dit souvent oubliée entre les campagnes présidentielles. Et passons à présent à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide.
Premier échec de l'alerte enlèvement. La petite fille répondant au nom de Vanille, disparue depuis vendredi soir, a été retrouvée morte dimanche. La petite, confiée à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, avait été confiée à sa mère pour une journée. Mais cette dernière n'a jamais ramené sa fille. Elle lui aurait donné la mort en début d'après-midi avant de jeter le corps dans un container à vêtements. Le procureur de la République d'Angers est revenu sur le drame. Elle a fini par indiquer dans le milieu d'après-midi ou en début d'après-midi qu'elle avait donné la mort à son enfant avant, dans un premier temps, de souhaiter ne pas révéler l'endroit où se trouvait l'enfant et après cette longue mise en confiance par les enquêteurs, a accepté de leur dire où elle avait déposé le corps de son enfant. Et il y a quelques minutes, le corps de la petite fille a été découvert sur la région d'Angers. La maman l'avait déposé dans une benne à vêtements. C'est la première fois que l'alerte enlèvement ne permet pas de retrouver un enfant sain et sauf, malgré des critères particulièrement restrictifs pour la déclencher. Le coronavirus poursuit sa route en France. 5 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés samedi en Haute-Savoie. J'ai été informée hier soir tard de la confirmation de plusieurs nouveaux cas de coronavirus en France. Et donc je tenais à vous en faire part ce matin. Ces nouveaux cas sont au nombre de 5, 4 adultes et 1 enfant. Et ils forment un cluster, c'est-à-dire un regroupement de plusieurs cas autour d'un cas initial. Il s'agit de 5 Britanniques infectés par le coronavirus dans la station des Contamines Montjoie en Haute-Savoie. L'infection a été apportée par un autre Britannique qui revenait de Singapour et a séjourné dans le même chalet que les malades. Ce visiteur est depuis reparti en Angleterre et n'est donc pas comptabilisé dans les 5 nouveaux cas recensés en France. Tous les résidents de ce chalet, soit 11 personnes au total, ont été hospitalisés dans la nuit de vendredi à samedi à Lyon, Saint-Étienne et Grenoble. Après ce nouveau diagnostic positif, les enfants scolarisés aux Contamines Montjoie ont été dépistés. Il s'agit dans un premier temps des enfants des différentes écoles des Contamines Montjoie qui étaient en contact direct avec l'enfant qui a été diagnostiqué positif au coronavirus. Nous avons mis en place sous les ordres du SAMU et de l'ARS un circuit dit de marche en avant où les personnes sont prises en charge, identifiées, réorienter éventuellement sur un premier diagnostic avec un médecin. Désormais, 11 cas de coronavirus sont confirmés en France. En Chine, l'épidémie poursuit sa progression avec plus de 40 000 cas officiellement recensés et plus de 900 morts. La tempête Chiara a fait des dégâts. 38 départements de la moitié nord de la France sont toujours placés en alerte orange en raison de la tempête qui génère des vents violents et 130 000 foyers sont privés d'électricité. Les régions les plus touchées par les coupures d'électricité sont la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, le Grand Est, l'Île-de-France et le Centre. Par ailleurs, un quadragénaire s'est tué en chutant de sa trottinette dimanche à Drancy, en Seine-Saint-Denis. L'accident pourrait être lié aux fortes rafales de vent. Une fusée américaine et une sonde européenne en route pour le Soleil. Le but de cette expédition de Solar Orbiter lancée dans la nuit de dimanche à lundi est de mieux connaître le Soleil, son fonctionnement et son environnement. En effet, si le Soleil est l'étoile la plus proche de la Terre, il demeure nombre de mystères le concernant. L'engin pesant 1800 kg devrait mettre 2 années avant de s'approcher suffisamment de l'astre céleste. Vers l'infini et au-delà. 4 mois après son arrestation injustifiée, le malheureux Guy Joao se rebelle. Le 11 octobre 2019, alors qu'il se trouvait à l'aéroport de Glasgow, en Écosse, l'homme a été pris pour Xavier Dupont de Ligonnès, recherché pour les meurtres de sa femme et de ses 4 enfants. Malgré des différences physiques évidentes, la confusion durera durant plus de 26 heures de garde à vue. Après cette mésaventure, Guy Joao a annoncé sa décision de porter plainte. L'objectif, faire la lumière sur l'enquête. En effet, on ignore toujours qui a dénoncé Guy Joao et comment la confusion des empreintes digitales a été possible. L'intéressé attend également le résultat de l'enquête pour violation du secret de l'instruction menée par l'IGPN. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Forain depuis l'âge de 7 ans, Marcel Campion avance une candidature pour les municipales à Paris qu'il qualifie d'utilité publique. Il est aidé de l'humoriste Jean-Marie Bigard.
Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ils n'ont jamais géré, c'est une entreprise, Paris. C'est 10 milliards de budget avec des employés et ainsi de suite. Alors ces gens-là, ils font faillite, mais ils vous disent non, on n'a pas fait faillite si on a une bonne dette. Vous parliez de 3 000 €. Oui, c'est par habitant, mais un foyer qui a 4 habitants, ça fait 12 000 € de dette simplement pour ce foyer-là. Alors comment ils vont faire les gens? Qu'est-ce qui va se passer? Et là, on nous promet des milliards de plus, ils vont les chercher où? Donc ils entrevoient d'emprunter encore de l'argent pour faire des choses soi-disant gratuites, mais avec de l'argent qui vont endetter nos enfants et nos petits-enfants pour le restant de leur vie. Ce soir, retrouvez également Politique Éco. Olivier Pichon et Pierre Bergerot reçoivent l'économiste Vincent Held pour son ouvrage « Une civilisation en crise » ou « Comment les élites occidentales se préparent à l'avènement de l'intelligence artificielle ». Tout de suite, retrouvez Mes libertés politiques avec François Billot-Lochner. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Laurent Geoffrin, alors qu'il était à l'époque rédacteur en chef du Nouvel Observateur, avait fait un éditorial d'une extrême dureté au sujet de la loi liberticide de 2004 concoctée par le couple Chirac-Raffarin. Il n'y était pas allé par 4 chemins en écrivant que la France allait se doter d'une loi unique au monde, mise à part dans les pays de dictature. Le sieur Geoffrin, homme de gauche s'il en est, rédacteur en chef du Nouvel Observateur, journal de gauche s'il en est, émettait un avis éclairé et terriblement réaliste. Depuis un demi-siècle, de la redoutable loi Pleven à la dramatique loi Avia, l'étau se resserre inexorablement sur la liberté d'expression qui, au train où vont les choses, aura totalement disparu en France dans les années à venir. L'exemple de la récente condamnation de Renaud Camus à une peine de prison et à une lourde amende révèle à quel point la liberté est menacée dans notre pays. Qu'avait dit Renaud Camus? Qu'il préférait la guerre à la soumission. La justice a décrété qu'une telle assertion méritait une amende et de la prison. Et en voiture, Simone, roulez jeunesse. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, un certain Chamberlain s'était couché devant un certain Adolf Hitler. Il estimait que la soumission valait mieux que la guerre. Les photos de Chamberlain prises après la capitulation honteuse de Munich montraient à quelle hauteur stratosphérique se situait la stupidité du ministre anglais. Le sourire suffisant qu'il exhibait faisait véritablement pitié. Churchill ne s'y était pas trompé et avait crié à la figure du ministre que, par sa capitulation, il aurait le déshonneur et la guerre. Churchill ne s'était effectivement pas trompé, Chamberlain a eu le déshonneur et la guerre. Renaud Camus refuse ce qu'il estime être la capitulation des élites et leur soumission devant ce qu'il appelle le grand remplacement. Lui dénier le droit de parler librement d'un sujet qui préoccupe les 3/4 des Français est à l'évidence un scandale. Sa condamnation est à l'évidence un scandale. Lorsque la justice condamne de la sorte, cela signifie que l'état d'exception vers lequel nous nous acheminons ne reculera devant rien pour bâillonner la parole libre. Au train à grande vitesse où vont les choses, il n'est pas exclu que les élites politico-médiatiques d'aujourd'hui connaissent un jour prochain et le déshonneur et la guerre. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.